Sud Radio. Présidentielle 2012. Ménard en liberté. Votre invité Robert Ménard, François Asselineau, président fondateur de l'Union populaire républicaine et candidat à l'élection présidentielle. François Asselineau, bonjour. Bonjour Robert Ménard. Alors, on ne vous connaît pas vraiment, c'est pas vous faire insulte que de le dire. Qu'est-ce que c'est l'Union populaire républicaine? J'ai vu que vous aviez été un proche de Pasqua, ensuite vous avez été jusqu'en 2006 membre de l'UMP, vous avez claqué la porte. Pourquoi vous avez créé un parti et qu'est-ce que vous voulez? Alors d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'inviter, parce qu'effectivement, si je ne suis pas connu... c'est notre faute aussi. Non, c'est parce que... Je parle des journalistes. Je ne suis pas invité par les très grands médias du pays. Alors vous commencez très fort, vous me parlez de Pasqua, mais pourquoi vous parlez pas de Pasqua quand vous recevez M. Sarkozy, par exemple? Parce que M. Sarkozy a été beaucoup plus proche de M. Pasqua que moi. Parce que j'essaye de comprendre, juste, j'essaye de mettre derrière votre nom quelque chose. Oui, pour expliquer. M. Dupont-Aignan aussi a été beaucoup plus proche de M. Pasqua que moi. Il était député du RPF. Non, soyons sérieux. J'ai travaillé effectivement auprès de M. Pasqua il y a 10 ans, pendant 3 ans et demi, au Conseil général des Hauts-de-Seine. Ça n'était pas quand il était ministre. Mais dans ma bouche, c'est pas une insulte. Voilà. C'est juste, j'essaye de comprendre si vous êtes un souverainiste, comme on dit. Non, je ne suis pas un souverainiste. J'ai travaillé beaucoup dans les allées du pouvoir. J'ai été dans des cabinets ministériels du temps du gouvernement de M. Balladur, puis du temps du gouvernement de M. Juppé. Donc je suis effectivement un homme issu du sérail. J'ai fait HEC, j'ai fait l'ENA, je suis sorti vice-major. J'ai toutes les peaux d'âne, si l'on peut dire, de la société française. Tous les travers de l'élite française. Et donc je suis sorti de ce milieu. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai découvert, et la chose est grave, c'est pas du tout quelque chose il n'y a pas de quoi plaisanter, j'ai découvert que la France est actuellement dans une situation extrêmement grave. Ce qu'il y a, c'est que nous avons un risque, et je pèse mes mots, un risque sérieux et imminent de pillage du patrimoine de la France sur le modèle grec, de dictature rampante sur le modèle grec ou italien, de destruction de nos acquis sociaux et de nos services publics sur le modèle grec et italien, de surveillance policière généralisée. J'insiste. Qui est responsable? C'est Bruxelles? Vous faites une fixation sur l'Union européenne? Écoutez, je ne fais pas une fixation. Quand la première fois que j'ai pu voter, je le raconte souvent à mes proches, c'était en 1979, j'étais encore étudiant, j'ai voté pour la liste de Madame Simone Veil aux élections européennes. J'étais donc tout à fait pro-européen. Bien. Pourquoi est-ce que j'ai créé l'UPR? C'était votre question. Pour appeler l'ensemble des Français à se rassembler pour sortir de l'Union européenne. Et pourquoi je fais ça? Vous êtes jusqu'au boutiste. Déjà, quand un certain nombre de gens, Monsieur Dupont-Aignan, Madame Le Pen dit il faut sortir de l'euro, déjà les gens sautent au plafond. Vous dites il faut sortir de l'euro et même de l'Union européenne. Alors, vous vous rendez compte? Alors, puisque vous parlez de Madame Le Pen et de Monsieur Dupont-Aignan, ils ne proposent ni l'un ni l'autre de sortir de l'Union européenne. Vous avez raison. Et de l'euro. Voilà. Et même de l'euro, ça n'est pas du tout clair puisque Madame Le Pen change de discours à peu près tous les jours. Non, mais vous allez plus loin. Attends, on peut pas sortir de l'Union européenne. Écoutez, Robert Ménard, vous savez qu'il y a un article qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui explique précisément comment on sort de l'Union européenne. Ah non, mais je disais pas ça. Je veux dire, est-ce qu'on a intérêt à sortir? Est-ce que c'est pas un suicide collectif? Attendez. D'abord, la première chose, je me permets d'insister, il y a un article qui permet de sortir du traité sur l'Union européenne. Donc, dans la mesure où il y a un article du traité qui le permet, ça veut dire l'idée est possible. Ça veut dire également qu'on a le droit d'en parler. Dans une démocratie digne de ce nom, il devrait donc y avoir un débat, et un débat où l'on puisse avoir la possibilité d'exposer ses arguments et de pas être constamment, si vous voulez, interrompu. Deuxièmement, je me permets d'insister sur le fait que si je propose la sortie de l'Union européenne, ça n'est pas par fantaisie, ça n'est pas par nostalgie, ça n'est pas par xénophobie, ça n'est pas parce que j'ai envie de revenir dans un monde qui est révolu. Ça n'est pas vrai. Là, si je propose ça, c'est parce que tout simplement, j'ai découvert progressivement dans les cabinets ministériels où j'ai travaillé et ensuite ce que ne connaissent pas les Français, c'est-à-dire que tous nos pouvoirs réels ont été transférés soit à la Commission européenne à Bruxelles, soit à la Banque centrale européenne à Francfort, soit à Washington, au FMI et à l'OTAN. Donc, nous avons affaire à une dictature qui ne dit pas son nom. Et moi, ce que je veux... C'est pas un gros mot, dictature? Attendez, c'est quoi, monsieur? Vous savez ce qui s'est passé en Grèce?
En Grèce, vous aviez un Premier ministre qui était légalement arrivé au pouvoir par la voie des urnes, qui s'appelait M. Papandréou, qui a proposé qui était socialiste, qui a proposé un référendum avant de mettre son pays à feu et à sang, comme c'est actuellement le cas. Eh bien, il a été viré, vous l'avez vu, en 15 jours par une oligarchie financière, et il a été remplacé par M. Papademos, qui a été sélectionné par qui? Il a été élu par personne, il a été sélectionné par Goldman Sachs et par la Commission européenne. C'est exactement ce que dans l'Antiquité on appelait un dictateur, c'est-à-dire un expert, auquel on avait un prétendu expert, auquel on avait recours pour dicter ce qu'il fallait faire. Et alors vous allez me dire, oui, mais c'est un cas particulier. Non, ça n'est pas un cas particulier, puisque c'est la même chose qui vient de se passer également en Italie, où M. Berlusconi a été remplacé par M. Mario Monti, et également sélectionné par Goldman Sachs et par la Commission européenne. J'entends tout ça, mais en même temps, est-ce que c'est un peu comme la loi de la gravitation universelle? Je jette une pierre, je peux regretter, elle me tombe sur la tête. Est-ce que le fait de s'associer à d'autres dans un monde aussi dur qu'aujourd'hui, c'est pas inévitable malgré les inconvénients que vous décrivez? Est-ce que seule la France peut peser d'une manière ou d'une autre à l'échelle mondiale si elle n'est pas associée à l'Allemagne, aux autres pays européens, aux 27? Oui, mais ça, si vous me le permettez, c'est l'un des bobards connus de la propagande. Pourquoi vous ne demandez pas si vous recevez le président de Renault? Le président de Renault s'est allié avec qui? Il s'est allié avec Nissan, le japonais, contre l'allemand Volkswagen, pour mieux lutter contre l'allemand Volkswagen. Thomson s'est allié avec qui? Avec le chinois TCL pour mieux lutter contre Siemens. N'est-ce pas? Donc nous avons affaire dans l'ensemble, le chinois, Citroën s'est allié avec le chinois Dongfeng pour mieux lutter contre, Volkswagen qui a fait alliance avec le chinois Chery, etc. Dans l'univers dans lequel nous sommes, les alliances, par exemple, des entreprises se jouent complètement du périmètre de l'Union européenne. Il y a même pire. Lorsque vous avez deux entreprises européennes qui veulent fusionner, la Commission européenne s'y oppose au nom de la lutte contre les monopoles. Donc il faut vous sortir de la tête l'idée que sortir de l'Union européenne, ça serait entrer au Carmel. Ça n'est pas vrai. Quand on sort de l'Union européenne, on restera un pays totalement, inclus dans l'univers international et avec des alliances internationales. François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, candidat à l'élection présidentielle. Sud Radio. Présidentielle 2012. Ménard en liberté. Mon invité jusqu'à 9h, c'est toujours François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, candidat à la présidentielle. Monsieur Asselineau, vous parlez d'asservissement de la France. C'est pas mon mot, c'est votre mot. C'est pas quand même un peu exagéré l'asservissement de la France? Non, ça n'est pas exagéré. Le problème auquel nous sommes confrontés, si vous voulez, c'est que les Français ont le sentiment confus qu'on leur a volé la France, mais la propagande empêche un grand nombre d'entre eux de comprendre qui est le voleur. On nous a volé nos pouvoirs. Les Français ne l'ont pas compris. Moi, quand je parle d'asservissement, je sais de quoi je parle. Par exemple, tous les candidats actuellement, et non les moindres, prétendent vouloir lutter contre les délocalisations. Mais ça, c'est très facile de dire je vais lutter contre les délocalisations. Ils le disent tous. Mais pourquoi ils ne le peuvent pas? Moi, je suis le seul candidat qui entre dans les détails. Robert Ménard, quand vous signez un contrat, par exemple, pour acheter un appartement ou pour acheter une voiture, vous regardez toutes les clauses de ce contrat et vous savez bien que vous n'avez pas ensuite la possibilité de faire n'importe quoi. Eh bien là, c'est pareil. Il faut que les Français, c'est mon devoir, parce que j'ai vu ce que c'était dans les allées du pouvoir, il faut que les Français comprennent quelles sont les clauses du contrat qui nous lient à l'Europe. Sur les délocalisations, il faut savoir qu'il y a 2 articles dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je reconnais que c'est un peu compliqué. Mais si on ne regarde pas les clauses d'un contrat, on y comprend rien. Parce que ça intéresse tout le monde, les délocalisations, on n'en parle à longueur de temps. Alors l'article 63 du TFUE précise qu'il est interdit de faire toute restriction aux mouvements et aux échanges de capitaux entre les États de l'Union européenne et les États du reste du monde. Et l'article 32 promeut les importations et les exportations avec le reste du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous racontent des cracks, les candidats, quand ils nous disent tant qu'on est dans l'Union européenne, vous me dites, tant qu'on est dans l'Union européenne, tout ce discours sur les délocalisations patati patata, ça n'a aucun sens parce qu'on est lié par un contrat. Absolument. C'est ça que je dis, c'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas, et ça je mets au défi. Et ils le savent les autres. Eh bien, écoutez Robert Ménard, essayez d'organiser un débat entre moi-même et Monsieur Sarkozy, ou bien Monsieur Hollande, ou bien Monsieur Bayrou, ou les autres d'ailleurs, et qu'on mette sur la table et qu'on dise devant des millions de Français, voilà ce que disent les articles 32 et 63. Et c'est pareil pour l'agriculture qui
est soumise aux articles 38 et 39. C'est pareil pour la dette publique et l'impossibilité qui est faite aux banques de monétariser une partie du déficit public. C'est l'article 123, etc. Ça veut dire qu'on est pieds et poings liés? Oui, nous sommes pieds et poings liés. C'est la raison pour laquelle nous avons une espèce de théâtre d'ombre dans cette élection présidentielle, où nous avons des candidats qui font des slogans, mais des slogans qui sont des promesses creuses. Et vous allez voir ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est pour ça que les Français ne votent plus. C'est parce que les Français votent, ils font confiance à des grands responsables politiques et ils découvrent qu'après, la politique qu'ils mènent n'a plus rien à voir avec ce qu'ils avaient promis. Attendez, alors on sort de l'euro, on sort de l'Union européenne, on sort de l'OTAN aussi. Même la gauche s'est résignée à dire il fallait y être. Regardez, s'il n'y avait pas eu l'OTAN, qu'est-ce qu'on aurait pu faire sur la Libye par exemple? Vous avez raison de parler de la gauche parce que tout à l'heure vous m'avez donné un petit coup de patte en faisant de moi un homme de droite. Je signale que l'Union populaire. Je suis pas sûr que ce soit un coup de patte dans ma bouche. Non, parce qu'auprès d'un certain nombre de vos auditeurs. Ah oui, on y reviendra sur votre obsession de je suis ni à droite ni à gauche. Non, c'est pas une obsession, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors il faut sortir de l'OTAN aussi. Il faut sortir de l'OTAN. Mais on n'a pas les capacités militaires de faire quoi que ce soit tout seul. Mais attendez, c'est quoi les capacités militaires? Il faut intervenir en Libye. S'il n'y avait pas eu l'OTAN, on n'aurait pas pu le faire. Mais attendez, vous savez ce qui se passe actuellement en Libye? Oui, je suis pas sûr qu'on ait une bonne idée de le faire. Actuellement, en Libye, ce qui est en train de s'installer, c'est un régime islamiste avec la loi de la charia et qui commence à profaner des tombes juives, des tombes chrétiennes, etc. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est un point positif? J'étais contre. Alors on est d'accord sur ce point. Mais on y reviendra parce que je vous vois aborder des questions autres qu'économiques et j'ai cru que vous ne vouliez pas les aborder. Non, attendez, permettez-moi d'insister, puisque vous parlez de l'OTAN, que Charles de Gaulle lui-même, et qui avait fait une confidence à Alain Peyrefitte en 1964 en disant lorsque le mur de Berlin, lorsque le communisme se sera effondré, lorsque le pacte de Varsovie se sera effondré, alors à ce moment-là, l'OTAN n'aura plus de raison d'être. Donc effectivement, nous considérons que puisqu'il n'y a plus de menace des pays de l'Est, nous devons sortir de l'OTAN pour récupérer notre souveraineté. Vous avez fait allusion à ce qui se passait en Libye. Alors j'ai vu que vous refusiez de prendre position sur tous les sujets, en gros, qui pouvaient diviser les Français, qui vous semblent pas essentiels. Mais alors je fais une interview de vous, comment, si je veux parler de la viande halal, de l'immigration, la taxation des riches, vous voulez pas en parler parce que vous pensez que c'est secondaire comme sujet? Ce n'est pas secondaire. Mais écoutez, Robert Ménard, actuellement, la France, chaque jour, perd 800 emplois industriels. Une usine par jour, et chaque jour il y a un agriculteur qui se suicide. Nous sommes dans une situation qui devient catastrophique, et on nous parle effectivement de viande halal ou d'assiette sur le quotient familial. Excusez-moi, mais il y a une hiérarchie de priorité dans les problèmes. Est-ce que par exemple vous imaginez que le 19 juin 1940, quelqu'un soit allé voir Charles de Gaulle en disant votre discours d'hier à la radio c'était pas mal, le 18 juin, mais d'abord qu'est-ce que vous pensez des houillères du bassin de Lorraine, ou bien qu'est-ce que vous pensez du quotient familial? L'immigration c'est pas rien comme sujet. La taxation des personnes les plus riches, les gens ils y sont sensibles. Bien entendu, mais ceci relève de ce que j'appelle la campagne législative qui va suivre. Parce qu'il y a une grande confusion dans l'esprit des gens. Nous ne sommes pas en train d'élire un gouvernement par l'intermédiaire des législatives, nous sommes en train d'élire le président de la République qui, en vertu de l'article 5 de notre Constitution, est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Plus tard. Plus tard, on en parlera un mois après. Mais l'élection du président de la République, c'est élire le chef de l'État, c'est élire le stratège, c'est élire le garant de notre liberté collective. Alors les problèmes d'insécurité et tout ça, on en parle dans 2 mois aussi. Mais attendez, par ailleurs, je rappelle, puisque vous parlez des questions d'immigration, qu'elles sont également complètement transférées à Bruxelles. Ce sont les articles 76 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On peut quand même décider demain, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, de réduire de façon drastique le nombre d'immigrés. Mais attendez, vous savez que lorsque le gouvernement avait décidé, je ne prends pas parti sur la décision, mais lorsque le gouvernement avait décidé une expulsion massive de Roms, nous avons été immédiatement menacés d'être déférés devant la Cour de justice par la commissaire européenne, Madame Viviane Reding, parce que c'était contraire aux traités européens. Donc là aussi, nous parlons de sujets sur l'immigration qui ne dépendent plus de la France. Vous savez ce que c'est que la carte bleue européenne? Non. C'est une imitation de la Green Card américaine qui favorise l'immigration. On choisit les gens les plus éduqués des pays du Sud, on se livre à un pillage des ressources humaines des pays du Sud. Tout ça est décidé par l'Union européenne. Les Français ne le savent pas, mais on les fait. Alors pourquoi on fait une élection si tout se décide à Bruxelles? Eh bien, c'est la vraie question que les Français devraient se poser, Robert Ménard. Et c'est justement la raison pour laquelle je suis ici à mettre un petit peu, si vous voulez, à être l'empêcheur de tourner en rond dans cette élection, parce que je dis aux Français la vérité.
Vous êtes un peu paranoïaque quand même. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai vu que vous aviez étudié les logos des autres partis. Et celui de l'UMP par exemple, vous dites que le bleu et le rouge choisi par l'UMP n'est pas celui du drapeau français, mais celui plutôt du drapeau américain. Honnêtement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ce sont des couleurs américaines. C'est ce qu'il y a sur votre site. Allez sur le site UPR, Union Populaire C'est là où je suis allé, vous en doutez. Eh bien, allez voir, effectivement, c'est un peu un détail. C'est un jeu Non, c'est pas un jeu. C'est sérieux. Non, parce que ça témoigne de ce que l'UMP, en fait, est complètement américanisé. Et effectivement, vous verrez, le rouge et le bleu puisque vous évoquez cette question. Oui, mais assez accessoires. Eh bien, ce sont des couleurs un peu acidulées, un peu métallisées, qui sont typiquement les couleurs du Parti républicain américain. Même dans nos logos, on est dans nos têtes. Oui, nous avons Robert Ménard, c'est pas drôle du tout, hein. Nous faisons actuellement l'objet d'une véritable colonisation mentale et culturelle venue des États-Unis. La mondialisation, ça n'est pas du tout. Vous savez ce que c'est le vrai nom de mondialisation? C'est américanisation. Et nous sommes pour l'universel, ce qui est tout à fait autre chose. François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine, candidat à la présidentielle. Allez, c'est à vous, 36-28, vous dites Sud Radio, et vous lui posez les questions que vous voulez lui poser. Échanger, contester, révéler. Sud Radio. Ouvrez-la. Sud Radio. Présidentielle 2012. Ménard en liberté. Et on retrouve Robert Ménard et son invité François Asselineau, président fondateur de l'Union Populaire Républicaine et candidat à l'élection présidentielle. Allez, François Asselineau, on va voir du côté de nos auditeurs et ils sont nombreux. Xavier, c'est à vous, Xavier. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question à monsieur Asselineau? Eh bien, ma question, elle est toute simple. D'abord, j'aimerais juste me présenter brièvement. Je suis étudiant en droit depuis plusieurs années. Je prépare le concours d'avocat. Je suis justement très, très intéressé par les analyses qui sont quasiment irréfutables de M. François Asselineau. Un fan. La rigueur intellectuelle qu'il apporte dans ses analyses. Ma question, elle est toute simple. Pourquoi M. François Asselineau, qui est un monarque émérite, qui a des analyses irréfutables, qui a un juriste averti, cet homme-là ne dispose pas d'un relais médiatique à 10 jours de la fin des parrainages? Pourquoi c'est aujourd'hui, à 10 jours de la fin des parrainages, qu'une radio de grande écoute nationale lui donne la parole? Et ça, c'est une question qui est importante, je pense, et à laquelle M. François Asselineau peut répondre. Xavier, merci. Je vous signale juste que j'ai déjà interrogé, c'était le 10 novembre, j'ai vérifié François Asselineau. Je pense que j'ai dû être un des rares à le faire. Je dis ça pour défendre ces stations où je travaille et où on reçoit. C'est exact, mais je suis intervenu de 2 minutes 45 secondes. Je sais, pas assez, je le sais, vous avez raison. J'ai lu que vous disiez que des journalistes, pour rebondir sur la question, sont des agents du système. Vraiment des agents du système. Écoutez, la question que posent vos auditeurs est quand même une question excellente, parce que nous avons affaire actuellement à une élection présidentielle qui n'est pas du tout à 2 tours, comme on nous le dit. C'est une élection à 4 tours. Le premier tour, ce sont les grands médias qui décident de qui va être un grand candidat, un moyen candidat, un petit candidat. On s'appuie sur quelque chose, quand on s'appuie sur les résultats électoraux. Mais attendez, quand vous créez, vous savez quelle est la situation politique actuelle, Robert Ménard? Actuellement, quand vous croisez les gens dans la rue, les plus de 18 ans, il y en a 15% qui ne sont pas inscrits dans les listes électorales, il y en a 50% qui, au cours des 3 derniers suffrages nationaux, n'ont pas voté, se sont abstenus, et il y en a encore 2%. Vous me dites quoi? Vous me dites que pour rentrer sur la scène politique, le ticket est tellement cher qu'on n'y arrive pas? Oui, je dis 2 choses. Je dis la première chose, c'est qu'il y a 2 Français sur 3 actuellement qui ne votent plus ou qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que l'offre est pas la bonne offre. Bien entendu, c'est parce que d'ailleurs, vous savez les sondages, vous les voyez les sondages qui sur la campagne actuelle, il y a entre 65 et 70% des sondés qui disent qu'ils se plaignent de la campagne parce qu'elle est nulle. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'elle est nulle. Donc il faut. C'est la faute aussi aux médias alors. Mais vous pouvez le dire ici. Attendez, moi je écoutez, je ne veux pas taper sur les journalistes. Attendez, vous tapez sur tout le monde et comme vous êtes face à les journalistes, vous n'allez pas le faire. Non, je ne vais pas taper. Il y a une caste politico-médiatique. Oui, attendez, je ne vais pas taper Robert Ménard. Vous avez la gentillesse, vous êtes le premier. Oh, vous pouvez taper tant que vous voulez. Il y a eu des journalistes de radio de la bande FM auxquels je rends hommage et qui ont bien voulu m'inviter. D'ailleurs, en général, quand je passe, que ce soit par exemple sur Radio Ici et Maintenant ou sur Beurre FM ou sur Radio Notre-Dame. Vous n'êtes pas obligé de faire la pub pour tous nos concurrents. Écoutez, attendez, à chaque fois j'ai des scores, j'ai d'excellents scores. Non mais c'est de notre faute, vous avez raison. Donc la question, on est tous pareils, ces journalistes.
journaliste, on est dans un petit monde souvent coupé des gens. Non, c'est pas Et voilà. uniquement ça, c'est que je pense que lorsque on a un discours qui est totalement novateur comme le mien et fondé sur des arguments extrêmement solides, c'est en tout cas la faiblesse de ce que je crois à penser, eh bien dans ces conditions, vous devez donner la parole à des forces politiques nouvelles. Parce que je ne suis pas un petit candidat comme la dame qui se présente en niqab ou comme monsieur Werner dont le seul programme est d'avoir 20 ans ou bien comme je ne sais plus également Cindy Lee du Parti du Plaisir. Faut pas se moquer du monde. J'ai un pédigré que je vous ai déjà expliqué. Il se trouve que pendant plusieurs années, j'ai été par exemple l'un des Français, sinon le Français qui connaissait le mieux tous les dirigeants asiatiques. J'ai une expérience internationale qui est supérieure à celle de la plupart des candidats qui se présentent actuellement, notamment très supérieure à l'expérience de monsieur Hollande ou de madame Joly, qui n'en a aucune. Moi, je connais, excusez-moi, mais j'ai participé à des visites d'État de monsieur Mitterrand et de monsieur Chirac. Mitterrand, c'était sous la cohabitation, où je les ai accompagnés, j'ai participé aux entretiens au plus haut niveau avec les dirigeants de la planète. Si vous me laissiez une heure pour en parler, ça pourrait intéresser vos auditeurs. On ne l'a pas. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui connaît le dessous des cartes et je l'apporte à mes concitoyens. Vous n'êtes pas un peu complotiste, là, Non. le dessous des cartes? Non. Je vais vous citer ce très beau proverbe chinois avec lequel j'ai terminé la présentation de mon programme présidentiel. Dans un pays en proie au chaos, apparaissent des responsables loyaux. Eh bien voilà, la France est en risque. Vous êtes un de ces responsables loyaux? Oui, et pas seulement moi, parce que les gens qui nous rejoignent à l'UPR, je peux vous assurer que ce sont des Français, et d'ailleurs des étrangers qui prennent la nationalité française. On en a eu 3 exemples parmi nos adhérents. Eh bien, ce sont des gens qui veulent que vive la France et qui veulent se mobiliser pour éviter qu'elle ne soit détruite. William, bonjour. William. William. Vous m'entendez? Ah, moi je vous entends très bien. Vous nous appelez de Carcassonne, William. Oui, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, j'écoutais monsieur. La question que je pose, alors je n'ai pas pu évidemment écouter le tout début de l'émission, mais bon, si je crois bien comprendre son programme qui est celui qui se fonde sur retrouver sa souveraineté déjà, premièrement, on va dire donc au niveau de la France, pour pouvoir répondre aux questions que se posent de nombreux Français. Eh bien, la question que je pose tout simplement, mais en quoi, monsieur, puisque vous avez l'air de dire que tous les autres candidats étaient différents, mais à vous écouter, je prends l'exemple de Marine Le Pen, exactement ce qu'elle dit. Allez, William. Alors, William vous dit, au fond, vous dites la même chose que Marine Le Pen. Alors, je n'ai pas tellement la possibilité de répondre en détail. Je renvoie à notre site. Vous êtes proche de Marine Le Pen? Mais pas du tout. Pas du tout. Attendez, c'est pas un crime. Mais non. Ah non. S'agissant du Front National, le Front National ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne. Le Front National sur l'euro dit... Déjà l'euro, ils veulent sortir. Non, mais même pas, Madame Le Pen. Elle le dit tout le temps. Mais non. Écoutez, excusez-moi, son mari, Louis Alliot, a été interviewé chez Bourdin l'autre fois. Il avait dit non, Madame Le Pen ne sortira pas. Son compagnon, c'est pas son mari. Oui. Je tiens à la précision. Oui, bon, bref. Je plaisante. Non, mais de toute façon, c'est toute la famille. Déjà, la première différence entre l'UPR et le Front National, c'est que nous, on n'est pas une SARL familiale avec le père, la fille, le gendre et la petite fille. Bon, donc, deuxièmement, nous, ce que nous disons... Ça va lui faire plaisir, ça. Mais c'est la vérité. Mais elle est procédurière, elle va vous faire un procès. Elle n'est pas la fille de son père, peut-être? Absolument, mais je vous faisais juste une remarque. Continuez. Vous n'êtes pas proche du Front National? Pas du tout, parce que d'ailleurs une majorité de nos adhérents viennent de sensibilités de gauche, mais nous en avons également qui viennent de la droite. Le Front National pourrit tous les débats puisque on fait croire aux Français que vouloir sortir par exemple de l'euro, vouloir récupérer notre souveraineté, ce serait forcément tenir des propos d'extrême droite, aller danser à Vienne dans un bal contesté avec des néo-nazis, faire des déclarations à l'emporte-pièce sur l'immigration, dire que les immigrés sont une armée d'occupation, etc., etc. Donc le vrai rôle du Front National, c'est que depuis 29 ans maintenant, il empêche tous les vrais débats sur la question de se tenir. C'est la raison pour laquelle on ne peut même pas parler de l'euro en France, puisqu'aussitôt on vous soupçonne d'être d'extrême droite. Vous savez ce qu'a dit monsieur Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, le 31 janvier? Vous allez me le dire en 10 secondes et on va arrêter. Il a dit les pays qui sortiront les premiers de la zone euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Alors ça nécessite un vrai débat et ça ne nécessite pas, et il ne faut surtout pas le confondre avec les rodomontades de Madame Le Pen sur la viande halal. François Asselineau, candidat au présidentiel, et c'est à vous, vous continuez jusqu'à 9h à lui poser vos questions. Échanger, contester, révéler. Sud Radio, 3628. Ouvrez-la. Sud Radio. Présidentielle 2012. Ménard en liberté.
François Asselineau, alors on va continuer avec nos auditeurs. Je rappelle, président de l'Union populaire républicaine, candidat à la présidentielle. Adrien, bonjour Adrien. Oui, bonjour. Votre question Adrien, sur la Grèce, c'est ça? Ouais, en fait c'est un peu compliqué, mais tout le monde promet plein désolé d'être un peu aussi cru. Tout le monde promet plein de choses, et c'est vrai qu'il y a plein de sujets brûlants sur le feu. Il y a la Grèce, il y a la crise. Là, pour ce programme en question, il y a la sortie de l'Europe, de l'Union européenne, etc. Revenir, pour faire simple, revenir au franc, quoi, en quelque sorte, ou à une autre monnaie. Et à côté de ça, moi, il me semble qu'il y a quand même un sujet qui est un peu plus préoccupant, c'est les habitations et le fait que il y a des. Enfin, comment faire pour faire simple, pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et un toit sur la tête. Alors Adrien, on va tout de suite se retourner vers François Asselineau. Ça tombe bien, tout à l'heure j'avais le président de Droit au logement qui rappelait la dure réalité de tout ça, parce que tout ça se traduit par des malheurs pour les gens. Il y a 150 000 personnes qui ont pas de quoi se loger. Il y a 8 millions de Français qui sont pauvres. Il y en a 4 millions à qui il reste 500 € par mois une fois qu'ils ont payé leur loyer. Qu'est-ce que vous leur dites à tout cela? Alors d'abord, Robert Ménard, je suis très sensible à ça. Je le suis d'autant plus que j'ai été justement au Conseil général des Hauts-de-Seine il y a une dizaine d'années, et j'ai vu l'extrême difficulté de nos concitoyens à trouver un logement dans d'ailleurs la plupart des grandes villes de France. Donc je renvoie ici votre auditeur à notre programme à la fois sur Dailymotion et en ligne sur notre site, où j'ai justement prévu un grand programme de logements sociaux sur 6 ans qui sera financé justement par notre sortie de l'Union européenne, parce qu'il faut que parce que ça va nous rapporter de l'argent de sortir de l'Union européenne. Bien entendu, parce que moi je croyais que ça allait faire que toutes les importations seraient plus chères, que ça allait nous ruiner. C'est ce qu'on me dit quand même à longueur de temps. Attendez, si on quitte l'euro, ça va être 20, 30, 40% de perte de pouvoir d'achat pour les plus faibles en plus. Robert, ne confondons pas toutes les choses à la fois. D'abord, il faut que les auditeurs ne fassent plus confiance à tous ceux qui nous ont menés dans le mur. On est dans une situation quand même extraordinaire où la France fonce vers la catastrophe. On assiste à une perte du pouvoir d'achat très importante, à une augmentation de la pauvreté. Et ce sont les mêmes qui nous avaient promis que leur décision amènerait monts et merveilles qui maintenant veulent nous faire peur. Ouais, mais ils vous disent qu'il y a la crise. Voilà. Donc il faut donner la parole à d'autres experts, et il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, je me flatte d'en être, et j'ai beaucoup de choses à dire pour contredire ces prétendus experts. C'est pas vrai que ça nous coûterait les yeux de la tête de quitter l'euro. Mais pas du tout. D'abord, ça ne nous coûtera pas les yeux de la tête. Deuxièmement, vous savez que nous allons avoir des surprises dans les semaines qui viennent, notamment venues d'Allemagne, parce que sur l'euro, la crise couve, et notamment en Allemagne. Je n'ai pas le temps d'élaborer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous allez voir. Vous allez voir peut-être. Eh ben, vous allez voir vous savez ce qu'a dit le président de la Bundesbank récemment? Non. Il demande, c'est quelque chose de technique. Il demande que les créances en euros qu'il a sur les banques centrales du Sud soient désormais assorties de garanties solides. Or, les banques du Sud n'en peuvent plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Actuellement, il y a une tension extrêmement vive qui est cachée aux Français entre la Bundesbank, la Banque centrale d'Allemagne, et la Banque centrale européenne. Je prends avec vous le pari que nous allons entendre, il va y avoir des rebondissements dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais je reviens au problème du logement. La sortie de l'Union européenne, ça n'a pas de rapport avec l'euro cette fois-ci, c'est qu'actuellement, nous donnons 21 milliards d'euros à l'Union européenne, et l'Union européenne nous en rétrocède 14. Ça veut dire en particulier que toutes les subventions que reçoivent nos agriculteurs sont payées par les Français. Alors, il y a le drapeau européen, mais ce sont les Français qui payent. Pareil pour le FEDER, pareil pour les fonds structurels, pareil pour les... On donne plus qu'on ne reçoit. Absolument. Mais c'est ça la solidarité avec ceux qui sont plus pauvres. Oui, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on serait solidaire, par exemple, des Estoniens et des Lettons, et pas des Tunisiens ou des Sénégalais qui sont beaucoup plus pauvres? Parce qu'on est européens comme eux. Oui, donc ça veut dire que la construction européenne est fondée sur un principe racialiste. Je suis désolé de le dire. Mais si on sort de l'Union européenne, je reviens à mon propos, nous récupérons 7 milliards d'euros, et je propose que la quasi-intégralité de cette somme soit injectée pour construire 80 000 logements sociaux par an pendant 6 ans, de telle sorte qu'on réglera au bout de 5 à 6 ans, au bout de la mandature, un petit peu plus, on réglera le problème de logement social des Français. On aura 80 000 logements sociaux de construire en plus de ceux qui sont actuellement prévus. Je renvoie à mon programme en ligne. François Asselineau, c'est pas vous faire injure que de dire que vous êtes mal barré question signature.
Là, je suis pas sûr que vous allez ayez vos 500. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons 220 sympathisants qui cherchent partout, y compris, je recevais encore il y a 48 heures des messages venant de Guyane française, où il y a un de nos sympathisants qui est en train de parcourir les communes le long du Maroni, si vous voulez, pour trouver des signatures. Vous en êtes à combien? Bon, je vais pas vous le dire à l'antenne. Nous essayons d'en avoir. C'est vrai que c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que n'étant passé dans aucun grand média, c'était plus facile d'en collecter il y a 3-4 mois que maintenant, puisque les gens ne me connaissent pas. Je lance donc un appel solennel aux maires. Laissez-le-moi parler. Je lance un appel solennel à tous les maires qui nous contactent, qui m'écoutent. Je vous conjure d'aller visionner, d'aller regarder le site de l'Union populaire républicaine. Je m'adresse notamment aux 20 000 maires qui n'en peuvent plus de ce théâtre. Je les conjure d'aller regarder le site de l'UPR, d'aller regarder le programme et de se dire, est-ce que en conscience, cet homme qui se présente à moi a ou non les capacités à porter le débat plus haut que ce qu'il est actuellement. Voilà ce que je veux. La campagne présidentielle actuelle et c'est une honte. C'est une honte, le niveau du débat, parce que l'élection présidentielle, c'est le moment où les Français doivent décider collectivement de leur avenir pour les 5 ans qui viennent en termes stratégiques. C'est une honte qu'aucun débat n'ait lieu sur les finalités de la construction européenne et sur toutes ses conséquences. Bah écoutez, je m'associe à vous. Je suis pour que vous puissiez vous présenter. Je le dis sans arrêt. Non, mais je le pense sincèrement. C'est ce débat qu'on a envie d'avoir. Mais évidemment. Donc il faut qu'il y ait des gens comme vous et j'espère que les maires vont vous entendre et ils vont signer, même si on ne partage pas, je le dis tout le temps ici, le point de vue de A à Z de la personne qui vous demande ça, il faut lui donner la possibilité de se faire entendre. Reste que j'ai vu sur votre site que vous n'étiez pas prêt à choisir entre la droite et la gauche. Il n'y a aucun accord électoral possible pour vous. Si vous n'êtes pas dans la course électorale, qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui vous soutiennent? Il faut voter à droite, à gauche, au milieu, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Mais non, Robert Ménard, nous n'avons pas la même lecture de la situation française que tous les autres partis politiques. Les autres, c'est de la tambouille politicienne. Vous avez vu, on a appris que M. Dupont-Aignan n'aura pas de candidat de l'UMP contre lui dans la 8e législative de l'Essonne. Donc M. Dupont-Aignan, c'est une dent du râteau pour ratisser pour M. Sarkozy. Vous connaissez la manip. Et puis Mme Boutin. Alors M. Dupont-Aignan, c'est la dent néo-gaulliste. Mme Boutin, c'est la dent catholique. M. Morin, c'est la dent centriste. Vous pouvez pas tous les mettre dans le même sac. Nous ne sommes pas la dent de râteau de qui que ce soit. C'est une chose. Mais attendez, il n'y a pas d'accord avec des partis qui ne sont pas d'accord avec nous, puisque nous sommes le seul mouvement politique qui proposons aux Français de se rassembler provisoirement, je n'ai pas dit que... Oui, parce que c'est un parti provisoire, j'ai vu. Alors ça m'a sidéré. Mais non, c'est comme le Conseil national de la Résistance. Attendez, c'est pas comparable. On n'est pas le 18 juin 1940. Nous sommes, bien entendu que les circonstances, les événements, les personnalités ne sont pas identiques, mais il y a des points de convergence puisque notre souveraineté nous a été volée. Je suis un grand amateur de l'histoire de France. Régulièrement au cours de notre histoire, la France s'est fait piquer, excusez-moi, sa souveraineté. Et dans tous les cas de figure, il a fallu un rassemblement des Français pour reprendre notre souveraineté. Donc si je n'ai pas les 500, d'abord je lance un appel et j'espère les avoir, ces 500 parrainages. Si vous ne les avez pas. Si je ne les avais pas, on ne va pas laisser tomber l'affaire. Et vous savez ce qui se passera. D'abord, je pense qu'il va y avoir des gros bouleversements en Europe dans les semaines et les mois qui viennent, parce que tout ça, la situation est au bord de l'explosion générale. Si ça n'est pas le cas, eh bien, je ne sais pas si nous pourrons aller aux législatives parce que ça nécessite beaucoup d'argent, mais nous irons probablement aux élections européennes, mais avec un discours radicalement nouveau, parce que je transforme... Aller aux élections européennes pour dénoncer l'Europe. Oui, parce que je transformerai les élections européennes en un référendum national. Voulez-vous, oui ou non, sortir de l'Union européenne? Et on a compris la réponse de François Asselineau, c'est il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et même de l'OTAN. François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, il lui manque des signatures. Alors les maires, là, les petits maires de nos petites communes, il faut soutenir les candidats qui n'y arrivent pas. Je vous lance cet appel, vous l'appelez, vous allez sur son site et vous l'aidez à se présenter. C'est ça la démocratie. François Asselineau, merci. Échanger, contester, révéler. Sur Radio 3628, ouvrez-la.